Bonjour, bonjour, c'est le podcast de l'externe et on se retrouve aujourd'hui pour bien commencer la semaine avec un petit item de gynéco sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Voilà, donc c'est l'item 37 pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc j'ai choisi de faire cet item parce qu'en fait, donc là, avec une de mes prates là, de stage de santé de l'enfant. Au final, c'est une médecin généraliste, donc c'est plus des consultations de médecine générale. Elle a passé il y a un DU sur l'IVG justement et elle s'est formée pour pouvoir pratiquer des IVG, au cabinet directement et donc et bien là, j'ai commencé il y a une semaine. Je viens de terminer d'ailleurs ma première semaine de stage et on a déjà vu deux jeunes filles, 2 jeunes femmes plutôt, qui ont souhaité, pratiquer une interruption volontaire de grossesse et du coup, je trouvais ça, très intéressant de pouvoir le faire en cabinet médical. Je savais pas que ça pouvait se faire par des médecins et donc voilà, j'ai décidé de faire cet item pour avoir un peu plus de connaissances, sur le sujet et pourquoi pas donner l'envie à certains d'entre vous de pouvoir le pratiquer une fois que vous serez des médecins, et que vous choisirez du coup comment orienter un peu votre pratique. Voilà, donc on va commencer par, l'histoire politique et sociale, donc un petit point, historique, qui a mené à la loi sur, l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Donc, c'est la loi Veil, en 1975, qui a permis ça et avant cette loi de 75, l'avortement était un acte réprimé par la loi et passible de prison même et du coup, il y avait là un avortement clandestin qui était responsable chaque année de la mort d'environ 250 femmes, ce qui était plutôt dramatique. Voilà, donc la pénalisation de l'avortement avait pour vocation de protéger la démographie du pays. Voilà, en 72, il y a eu un événement, c'est Marie-Claire, une jeune femme de 17 ans, qui a été jugée pour avoir avorté suite à un viol. C'est le procès de Bobigny. Voilà, cette jeune femme, donc de 17 ans, sera défendue par Gisèle Halimi et qui remporta le procès. Donc le «délit d'avortement» entre guillemets qu'il y avait jusqu'alors n'a donc plus lieu d'être. Et ce n'est que 3 années plus tard que Simone Veil, qui est alors ministre de la santé à l'époque, elle a fait voter le 17 janvier 75 la loi qui dépénalise l'avortement. Donc à partir de 75, l'IVG est autorisée jusqu'à la 12e semaine d'aménorrhée, donc 4 mois, 3 mois pardon, et pour les patientes mineures, il fallait une autorisation parentale. Les premiers centres d'IVG voient le jour en 79, donc encore 4 ans après la loi de Simone Veil et ce n'est qu'à partir de 2001 que l'IVG est autorisé jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Donc là, on est sur, les vrais 3 mois de grossesse au final, puisqu'on compte 2 semaines d'aménorrhée avant le début de la grossesse au final. Et depuis mars 2022, l'IVG est autorisé jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Voilà, donc 4 mois au total, d'aménorrhée, donc 3 mois et demi de grossesse, grosso modo. Mars 2022, donc on est très récent, quoi. Alors, donc là, on va voir un petit peu les causes qui peuvent, mener à des grossesses non désirées. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine d'une IVG, l'absence de contraception, le plus classique, l'absence d'informations sur les démarches à suivre en cas d'oubli d'un comprimé, en cas de pilule progestative ou en cas d'un accident de préservatif. Voilà, donc absence d'infos sur ces démarches. Un changement récent de méthode, contraceptive avec un non-respect des règles de changement. Une méthode contraceptive non adaptée, voire non efficace. Voilà et il faut savoir que 2 tiers des femmes qui ont recours à une IVG avaient une contraception et une grossesse non désirée ne mène pas systématiquement à une IVG. Voilà, on peut avoir une grossesse non désirée et décider, la femme avec l'homme, qui elle a eu l'enfant ou la femme seule peut décider de garder l'enfant, bien sûr. Voilà. Donc là, pour le coup, moi, une petite anecdote sur une des femmes qui a décidé de faire son IVG. Et bien, en fait, c'est une femme qui avait arrêté sa pilule pour, se faire installer, se faire, mettre en place un stérilet.
Voilà, un dispositif implantable utérin et du coup, c'est pendant ce laps de temps entre l'arrêt de la pilule, et la pose, du DIU, qu'elle est tombée enceinte. Voilà et comme elle venait d'avoir l'année auparavant des jumelles, voilà, j'imagine bien que, c'était compliqué de se projeter sur un 3 bébé en moins d'1 an. Voilà, donc le nombre d'IVG réalisés en France. Globalement, le nombre d'IVG varie entre 200 000 et 250 000 par an en France. Il faut savoir que ce chiffre est stable depuis 2006 et en moyenne, il y a 2 femmes sur 5 qui sont concernées au cours de leur vie. Donc franchement, c'est beaucoup, hein. Presque la moitié, des femmes en France sont concernées au cours de leur vie. Alors, un peu d'épidémiologie avec l'âge de la population qui réalise le plus d'IVG. Donc là, c'est les femmes âgées de 20 à 29 ans qui ont le plus souvent accès à l'IVG. Bon, ça, on pouvait s'en douter à peu près. En France, le taux de recours à l'IVG dans cette tranche d'âge est de 27,9 IVG pour 1000 femmes. À noter que le nombre d'IVG chez les personnes mineures n'augmente pas depuis 2005. Voilà. Donc c'est pas spécialement chez les femmes mineures qu'il y a le plus d'IVG et ça et c'est un chiffre qui n'augmente pas. Alors, de nos jours, l'IVG est possible en France jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, comme on l'a vu. Et l'IVG médicamenteuse, pour le coup, elle est possible jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Alors oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que, la médecin avec qui je suis en stage et qui pratique les IVG, fait des IVG médicamenteuses, bien sûr. Voilà et donc là, c'est possible quand c'est demandé précocement, donc jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Donc comment ça se passe un petit peu? La demande d'IVG, la demande d'interruption volontaire de grossesse. Avant l'IVG, il va y avoir 2 consultations obligatoires. Il y aura aussi un entretien psychosocial qui est obligatoirement proposé à toutes les patientes, donc voilà et cet entretien obligatoire pour les personnes mineures. Voilà, donc il est proposé à toutes les patientes et obligatoire pour les filles qui sont mineures. L'IVG, elle fait partie des exceptions au parcours de soins coordonnés, c'est-à-dire qu'il est possible pour la patiente de consulter un médecin autre que son médecin traitant. Voilà, donc il est donc pas nécessaire d'aller voir son médecin traitant avant une consultation. À noter que l'accès à un gynécologue ou à une sage-femme est libre et l'IVG peut également être réalisé par les médecins traitants en cabinet de ville jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Voilà, donc ça, c'était ce point-là que en fait, je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le faire par son médecin traitant, bien sûr. L'anonymat est garanti pour toutes les femmes, y compris celles qui n'ont pas de prise en charge en France, et ce, quel que soit le lieu de réalisation de l'IVG. Lorsque l'IVG est réalisé dans un établissement de santé, la dispense d'avance de frais est assurée. Voilà, c'est des, c'est des soins qui sont remboursés à 100%. Voilà, et c'est fait en tiers payant, donc elles n'ont rien à débourser, ces filles. Lorsque l'IVG est réalisé dans un cabinet de ville, un centre de planification familiale ou dans un autre centre de santé, les feuilles de soins ainsi que les décomptes de remboursement sont aménagés de façon à préserver la confidentialité. L'IVG est prise en charge à 100% par la sécurité sociale et aucun dépassement d'honoraires n'est possible pour une IVG. Alors, les structures de prise en charge des IVG. Donc, ces IVG peuvent être réalisées dans des établissements de santé, dans un centre de planification familiale. Voilà. Elles peuvent être également être réalisées en ville, en cabinet médical libéral, uniquement pour les IVG médicamenteuses jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Donc là, on se répète un peu, mais c'est important. Les femmes qui ont recours aux IVG peuvent également consulter un gynéco, un médecin, une sage-femme pour la première consultation. Même si, heu, même si ce dernier, donc même si le praticien n'est pas attaché à un centre qui réalise les IVG. Alors, les étapes de la prise en charge, comment ça s'organise? Donc la première consultation, qui est appelée consultation initiale, se fait avec un médecin ou une sage-femme. Donc le médecin, ça peut être un gynéco ou un médecin généraliste. La demande d'interruption de grossesse est effectuée à ce moment-là, lors de la consultation initiale. Lors de cette première consulte, une information orale et écrite est donnée sur les 2 méthodes, possibles, donc soit plutôt chirurgicale, soit médicamenteuse.
Donc là, l'idée, c'est de décrire les avantages et inconvénients de chacun. Un dossier guide est remis à la patiente ainsi qu'une attestation de consultation médicale. La date du début de grossesse doit être vérifiée, ou une échographie doit être prescrite. Voilà, et ensuite, il y a le rendez-vous pour la deuxième consultation qui est également proposé. L'entretien psychosocial va être obligatoirement proposé à toutes les patientes. Cet entretien est obligatoire pour les personnes mineures, on le rappelle. Voilà pour, la première consultation, la consultation initiale. Donc là vient le temps de la deuxième consultation, où la patiente confirme par écrit sa demande d'IVG. La date du début de grossesse est confirmée. La technique est alors décidée et réexpliquée à la patiente. Les suites de la prise en charge sont alors programmées selon la technique choisie. Voilà, donc on va fixer un rendez-vous qui est nécessaire, le lieu de réalisation, et cetera. Une information des données sur la contraception qui peut être prescrit, avant la date de l'IVG. Voilà, et on va faire une nouvelle attestation de réalisation de la deuxième consultation qui est donnée à la patiente. On va prescrire également une contraception, heu, classique et une contraception d'urgence. Voilà. À noter qu'il n'y a pas de délai obligatoire entre les 2 premières consultations. Voilà pour la deuxième phase, et enfin la troisième étape consiste à la réalisation, à proprement parler, de l'IVG. Donc on va faire ensuite une consultation de contrôle qui doit être réalisée entre 14 et 21 jours après l'IVG, et ce, quelle que soit la technique. Elle permet, cette, consultation de contrôle, de s'assurer de l'absence de complications. Le soignant se doit également de s'assurer que la patiente ait bien eu une contraception adaptée à sa situation. Un entretien psychosocial peut également être proposé à ce moment-là. Elle n'est obligatoire qu'en cas d'IVG chirurgicale. Voilà. Cependant, une visite ou un contrôle post-opératoire est fortement conseillé pour vérifier l'absence de grossesse évolutive dans le cas d'une IVG médicamenteuse. Et on va vérifier également l'absence de complications, quel que soit le type d'IVG. Voilà, ça c'est la consultation de contrôle 14 à 21 jours après l'IVG, 2 à 3 semaines. Alors, on va parler maintenant des techniques un peu plus en détail. Donc là, il y a les IVG médicamenteuses et chirurgicales. Voilà, chirurgicales ou instrumentales, c'est son autre petit mot, petit nom plutôt. Au cours de la technique médicamenteuse, les métrorragies surviennent en général dans les 3 à 4 heures qui suivent la prise de prostaglandine, mais ces métrorragies ne doivent pas être considérées comme une preuve de réussite. L'efficacité est jugée sur l'expulsion complète, sans nécessité de chirurgie, mais aussi sur le taux de grossesse évolutive. Un traitement antalgique doit être également associé. Voilà. Pour la technique instrumentale, donc celle-ci peut se faire sous anesthésie locale, loco-régionale ou générale. Voilà. Donc là, on a un petit tableau qui récapitule les 2 techniques, d'IVG. Donc le délai maximal légal pour l'IVG médicamenteuse, c'est jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, et pour l'IVG instrumentale jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Le schéma thérapeutique, donc comment il se compose? Pour l'IVG médicamenteuse, on a d'abord une première prise de mifepristone, Peros, suivie, de 24 à 48 heures après par la prise de misoprostol, Peros. Donc voilà, d'abord un comprimé de mifepristone, et 24 à 48 heures après, un comprimé de misoprostol. Voilà. Donc là, bon, il y a les dosages, avant les 7 semaines d'aménorrhée, c'est 200 ou 600 milligrammes de mifepristone pour la première prise, et enfin, pour le deuxième comprimé de misoprostol, c'est un comprimé de 400 microgrammes. Ça, c'est avant les 7 semaines, et entre 7 et 9 semaines, donc là, on reste sur 200 milligrammes de mifepristone. Par contre, on va doubler la dose de misoprostol, donc 800 microgrammes. Donc voilà, effectivement, il va y avoir, besoin de plus de prostaglandine, plus l'embryon est implanté, en fait, hein, puisqu'entre 7 et 9 semaines, il va être plus développé, plus implanté. Il va falloir plus de prostaglandine pour générer une plus grosse contraction au final du muscle utérin, et d'expulser l'embryon.
Voilà. Pour l'IVG instrumentale, il y aura aussi un schéma thérapeutique et donc là, ben, en fait, il y a 200 milligrammes de mifepristone per os 48 heures avant le geste ou 400 microgrammes de misoprostol per os 3 à 4 heures avant le geste, comme, au final, comme pour l'IVG médicamenteuse avant cette semaine d'aménorrhée. 200 grammes de mifepristone ou 400 microgrammes de misoprostol, c'est les mêmes dosages. Et la réalisation du geste, elle se fait par aspiration à la canule, après la dilatation du col à la bougie, adaptée bien sûr à l'âge gestationnel. Voilà, donc c'est par aspiration. OK, donc on va voir un petit peu les contre-indications des différentes méthodes. Il existe des contre-indications à la mifepristone et au misoprostol. Il existe également des contre-indications à la technique médicamenteuse. Donc là, il y a 4 contre-indications. Ça va être, la première, les troubles de la coagulation, la prise d'un traitement anticoagulant, puisqu'en fait, on n'a pas de moyen de contrôler, l'hémorragie. Voilà, la métrorragie qui survient après la prise de misoprostol. L'anémie profonde, donc une hémoglobine inférieure à 9-10 grammes par décilitre. Ça, c'est une contre-indication à la technique médicamenteuse. Un DU en place, voilà, ça c'est contre-indication aussi. Et enfin, la patiente isolée qui ne comprend pas les informations, une visite de contrôle impossible, un voyage après la procédure dans une zone sanitaire risquée. Voilà, ça c'est des contre-indications. D'ailleurs, ma prat, pour la petite anecdote, elle m'a expliqué que la dernière fois, elle avait une femme qui voulait faire une IVG et elle partait le lendemain, je crois que c'était au Portugal, donc elle était dans une zone, où elle ne pouvait pas avoir de médecin, rapidement, a priori. Elle ne pouvait pas avoir la consultation de contrôle, juste après. Le risque hémorragique, il ne pouvait pas être géré par son médecin traitant, donc elle a décidé de refuser l'IVG à ce moment-là, quoi, en tout cas. Voilà. Pour la méthode instrumentale, il n'existe pas de contre-indication absolue. Voilà. Donc, il y a des contre-indications aussi un peu plus spécifiques des molécules utilisées. Donc là, grosso modo, pour la mifepristone, je crois dans les grandes lignes, c'est tout ce qui est, hypersensibilité à la substance active, donc une allergie, une insuffisance surrénale chronique aussi, un asthme sévère qui n'est pas contrôlé par le traitement. Voilà, et il faut prendre des précautions bien sûr, dans les cas de malnutrition, d'insuffisance hépatique ou insuffisance rénale. Tout ce qui pourrait faire obstacle à la bonne, métabolisation du principe actif. Pour le misoprostol, bien là pareil, hypersensibilité au misoprostol, donc allergie, antécédent d'allergie aux prostaglandines, un asthme ou une bronchite spasmodique, là pareil. Antécédents cardiovasculaires aussi, angine de poitrine, troubles du rythme, maladie de Raynaud, insuffisance cardiaque et cetera. Et l'hypertension artérielle grave non équilibrée, ça pareil, c'est une contre-indication au misoprostol, donc à l'IVG quoi, au final, médicamenteuse. Donc ça, c'était pour les contre-indications. Maintenant, on va voir les complications immédiates, liées, aux IVG, qu'elles soient chirurgicales ou médicamenteuses. Allez, petite gorgée d'infusion ayurvédique. Voilà, gingembre, miel, citron, franchement, ça passe directement dans l'âme. Alors, les complications immédiates, la première, c'est les douleurs. Pour la méthode médicamenteuse, pour, contrer ça, on va prescrire de l'ibuprofène en première intention. La dose d'ibuprofène est de 400 à 600 milligrammes, à renouveler si besoin, sans dépasser plus de 1200 milligrammes sur les 24 heures. Donc voilà, généralement l'ibuprofène, c'est un comprimé de 400, donc on peut en donner jusqu'à 3 par jour. Voilà. L'association paracétamol plus codéine peut être une alternative. Donc voilà, Dafalgan codéiné et cetera. Le paracétamol seul et le fluoroglucinol, donc le Spasfon, ne sont pas recommandés. Donc voilà, c'est, ibuprofène ou Dafalgan codéiné. Paracétamol seul et Spasfon ne sont pas recommandés. La durée du traitement peut varier de quelques heures à quelques jours.
Donc voilà, sur leur dos, qu'on va donner à la patiente, eh bien, on va mettre, voilà, quantité suffisante pour 5 jours, comme ça, elle sera tranquille. Pour la méthode instrumentale, les INS sont recommandés également pour limiter les douleurs per et post-opératoires. Une dose de 600 mg d'ibuprofène peut être administrée en préopératoire. Voilà, donc là, ça se fait souvent par voie veineuse, dans le service ou juste en salle d'anesthésie, juste avant l'opération. Donc ça, c'était les premières complications, les douleurs. Enfin, on peut avoir des complications à type d'échec. Voilà, donc là, l'échec complet est défini par une grossesse évolutive. Il y a une poursuite de la grossesse. Le risque d'échec complet en cas d'IVG instrumentale est exceptionnel. Donc là, c'est 1 à 5 pour 1000. Voilà, donc très très rare. Le taux de grossesse évolutive après une IVG médicamenteuse est de 1%. Donc voilà, c'est 10 fois, 10 fois plus fréquent qu'une IVG instrumentale, mais c'est quand même, voilà, 1%, c'est ridicule, quoi. L'échec partiel, lui, pour le coup, il est défini par un avortement incomplet. Donc là, c'est plus fréquent en cas d'IVG médicamenteuse. Et donc là, il y a 2 solutions qui peuvent être proposées à la patiente. Ça va être une aspiration instrumentale. Donc voilà, on bifurque sur la deuxième méthode. Et sinon, on peut, represcrire du misoprostol per os. Donc là, c'est le deuxième comprimé qu'on donne de prostaglandine et bien, on peut renouveler, l'administration de misoprostol. Voilà pour l'échec complet et partiel. Complications mécaniques ensuite, donc là, c'est spécifique à la méthode instrumentale. Bien sûr, avec les médicaments, ben, on va pas avoir de complications mécaniques. Donc là, on peut se retrouver avec une déchirure cervicale, donc du col utérin, dans 0,2 à 1 des cas quand même, voilà. Et on peut aussi avoir une perforation utérine et donc là, c'est de 1 à 4 pour 1000 interventions, donc là, pareil, c'est exceptionnel. Les complications hémorragiques. Donc là, le risque hémorragique au décours d'une IVG, c'est de 1 avec un risque de transfusion de 0,1. Voilà, et c'est plus important dans l'IVG médicamenteuse. OK, donc c'est pour ça qu'on va contre-indiquer l'IVG médicamenteuse à des femmes qui ont des troubles de la coagulation, qui ont des anticoagulants, et cetera. Les complications infectieuses, donc là, bien, il y a un risque d'infection génitale haute qui se situe autour de 1 après une IVG instrumentale et de 0,3 après une IVG médicamenteuse, donc moins de risque infectieux avec, les médicaments. L'antibioprophylaxie est recommandée uniquement en cas d'IVG instrumentale. Il faut prêter une attention particulière au syndrome inflammatoire, clinique après IVG, quelle que soit la technique, pour ne pas méconnaître une infection à streptocoque pyogène de type A. Voilà pour le risque infectieux, donc on peut faire une antibioprophylaxie en cas d'IVG instrumentale. Et donc là, on parle d'un truc moins rigolo, c'est le décès. Voilà, il y a un risque de décès lié à la pratique d'une IVG qui est du même ordre que celui lié à une fausse couche spontanée. Voilà, c'est vraiment, exceptionnel, c'est 0,7 cas pour 100 000. Voilà, mais bon, si on rapporte, je suis en train de calculer là, comme on a vu qu'il y avait à peu près 200 000 IVG en France, eh bien ça peut faire, par an, ça peut faire 1,4 cas donc il fait en moyenne une femme qui peut décéder, d'une IVG quoi. Voilà, c'est exceptionnel mais bon, ça reste quand même un risque qu'il faut décrire à la patiente avant de valider définitivement l'IVG quoi. Voilà, les complications secondaires. Donc, parce que là, on a vu les complications aiguës. Donc, les secondaires, ça va être des malformations artério-veineuses utérines, la persistance de tissus ovulaires après une IVG médicamenteuse ou instrumentale peut effectivement favoriser le défaut de résorption de la vascularisation péritropho-blastique. Donc voilà, la vascularisation qui était mise en place, qui était créée pour, nourrir, eh bien, l'embryon, donc autour du trophoblaste, et bien là, on a un défaut de résorption de cette vascularisation et la création du coup, de malformations artério-veineuses au niveau de l'utérus. Le traitement de ces complications est l'embolisation par une radiologie interventionnelle en cas d'hémorragie. Voilà, si cette malformation se met à saigner. Sinon, on n'y touche pas.
Ça, c'était les complications secondaires et ensuite il peut y avoir des complications à long terme. Donc là, il faut rassurer la patiente sur le fait qu'après une ou plusieurs IVG, il n'y a pas d'augmentation de risque d'infertilité. Il n'y a pas d'augmentation du risque de fausse couche spontanée, sauf en cas d'intervalle entre l'IVG et la grossesse suivante. S'il y a une grossesse qui survient moins de 3 mois après l'IVG, voilà, on a une petite augmentation quand même du risque de fausse couche spontanée. Il y a pas d'augmentation de grossesse extra-utérine, d'anomalie de la placentation, d'accouchement prématuré, d'augmentation des troubles psychiatriques ou d'adénomiose. Donc voilà, on peut rassurer les patientes sur ces complications à long terme. Voilà, bon, ben, là, juste un petit tableau récapitulatif des principales complications des IVG. Heu, voilà. Bon, ça, je le mettrai éventuellement dans le post Insta, ça peut faire un petit rappel. Mais globalement, c'est tout ce qu'on vient de dire, il y en a pas énormément, hein. Voilà et après donc là, on va finir par, la contraception qu'il va falloir mettre en place après l'IVG et comment est-ce qu'on fait le choix de cette contraception-là. Donc ça doit tenir compte de l'efficacité de la contraception, des effets secondaires et des contre-indications, des contraintes d'utilisation aussi pour la patiente, donc là, selon son mode de vie, son contexte familial et culturel et cetera. Le coût, bien sûr, de la contraception, les souhaits de la patiente en elle-même et de l'échec aussi de la précédente contraception. Voilà, des antécédents un petit peu, de prise, médicamenteuse, enfin non, même pas médicamenteuse, d'utilisation de contraceptifs, voilà, en fonction des expériences passées. Donc là, une contraception doit être systématiquement proposée à toutes les patientes et le choix se fait après une information éclairée, objective et personnalisée. Les méthodes utilisées après une IVG, ça peut être la contraception œstroprogestative orale, donc la pilule classique, ou la contraception progestative seule, à débuter le jour de la prise du misoprostol et le jour de l'IVG instrumentale pour la deuxième méthode. Ça, c'est la première méthode, donc pilule œstroprogestative ou progestative seule. Ensuite, l'anneau vaginal. Donc là, il peut être, mis en place dans les 5 jours qui suivent l'IVG instrumentale et dans la semaine qui suit la prise de mifepristone. Voilà, donc dans la semaine qui suit, pose de l'anneau vaginal. Après l'implant, donc l'implant, estroprogestatif, il peut être inséré le jour de l'IVG instrumentale et dès la prise de mifepristone, donc jour J. Les DIU peuvent être mis en place au décours immédiat de l'IVG instrumentale et le jour de la consultation de contrôle après l'IVG médicamenteuse. Donc là, très rapidement après, pareil. Et enfin, on peut donner, selon l'âge de la patiente, une information sur la stérilisation tubaire définitive. Voilà, voilà, ce sera pour les patientes plus âgées, hein, souvent. Voilà et enfin, un petit mot sur les facteurs de risque de récidive d'IVG, donc d'IVG itérative. Donc là, bah, les facteurs de risque, c'est l'âge jeune de la patiente, la patiente célibataire également, les conditions socio-économiques défavorables, voilà, avec les difficultés, d'accès économique à une contraception, un défaut d'information et cetera. Une contraception non adaptée aussi, peut mener à des facteurs de risque, d'IVG itérative. Et donc voilà, ce qui pourrait permettre de mieux prévenir la répétition des IVG, ça serait les méthodes contraceptives réversibles à longue durée d'action, les dispositifs intra-utérins et les implants. Voilà, ça c'est des méthodes de longue durée d'action, voilà, qu'on peut, qui il y a pas besoin d'être géré pour le DU et l'implant. Heu, voilà, donc ça permet de mieux prévenir la répétition des IVG. Il faut également s'atteler à dépister les violences passées ou en cours, bien sûr, violences sexuelles. Voilà, donc ce petit épisode sur les IVG, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu, donné l'envie à certains de se pencher un peu sur ça une fois installés, pour ceux qui feront gynéco ou med-g. Voilà, des informations pour les autres, qui voudraient elles-mêmes, pratiquer une IVG, si tel est le cas
et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao, ciao.